opérateur économique, Bamanissa était là, du temps qu'il était administrateur délégué de la FEC à Kinshasa. On s'est mis en contact pour commencer à prendre, prendre langue avec la MONUC, et on a trouvé que la chose était possible. On a constitué un consortium d'opérateurs économiques, à peu près 30 personnes. On a pris l'avion, on est allé à Goma. Pour la première fois, j'ai eu en face de moi le Azarias et les autres. Et nous avons posé crûment les problèmes. On dit, vous êtes politique. Mais nous sommes opérateurs économiques. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de nous laisser continuer à faire nos affaires et vous continuez à faire votre politique? C'était dur. Après cette concertation, nous sommes rentrés à Kisangani et après la MONUC a vu que notre problème était réel. On a organisé par l'avion MONUC une randonnée jusqu'à Kinshasa où on est allé toquer à la porte du président de la République parce qu'on ne pouvait pas toquer la porte de la rébellion seulement. On est venu maintenant au pouvoir légal pour dire, voilà, nous avons parlé avec les rebelles. Il paraît qu'il y a possibilité de faire des affaires malgré la rébellion. Qu'en dites-vous, le pouvoir? Et je vous assure, on ne s'y attendait pas. C'est là où j'admire le courage exceptionnel du président Kabila, qui a accepté immédiatement de nous recevoir et de poser les problèmes. Lui aussi, il ne voyait pas d'inconvénient. Et voilà, les boucles étaient bouclées. Et on est rentré à Kisangani. La route était ouverte. Notez qu'il faisait déjà presque 3 ans. Aucun avion n'atterrissait à Kisangani. Et le président de la République a pris son courage. Il nous a donné un Hewabora. Et on a atterri à Kisangani pendant la rébellion. Si c'était un autre, il aurait eu peur pour dire non, on va bloquer l'avion là-bas et ainsi de suite. C'est vous dire que de temps en temps, chers jeunes, je crois que Kabila a pris cette décision parce qu'il était jeune comme vous. Il faut de temps en temps de courage et beaucoup de courage pour décider. Et nous sommes rentrés, la route était ouverte. Nous avons inauguré les premières arrivées des marchandises venant de l'Équateur, et pour la population, c'était fabuleux. Alors la deuxième question est celle de Joël Luambo. Monsieur Mokeni, asseoir un tel leadership ne se fait pas sans rencontrer l'opposition de certains groupes. Comment avez-vous réussi à contourner ces vagues de résistance? Il n'y a pas de recette magique. C'est-à-dire, je me suis tracé mon chemin et on continuait, je continuais. Peu importe les bobards, peu importe, j'allais lâcher les mots, peu importe les ennemis. Mais on continuait parce qu'on était sûr que ce que l'on faisait était bon. Et comme c'était bon, on continuait à le faire. Donc, effectivement, on a eu beaucoup d'ennemis. J'ai été attaqué. J'ai été surveillé de 40 jours. J'ai été arrêté. Mais on continuait avec un engagement sans précédent parce qu'on était sûr que ce que l'on faisait était bon. Et donc, comme c'était bon, il fallait continuer à le faire. La trilogie est facile. Et voilà, on a continué. Je vous dis, il ne faut jamais lâcher les bras. Très vite, quoi. Voilà. Merci. Monsieur Mokeni, vous êtes connu non seulement pour votre courage, vous êtes une véritable référence dans la ville de Kisangani, mais il y a également votre grand cœur qui a fait votre renom, au point où vous vous oubliez vous-même. Mettre l'autre en avant est un exercice qui relève véritablement de l'apostolat, Christelle. Et pourtant, en ce qui concerne notre invité, les témoignages sont formels.
Alors que beaucoup se laisseraient guider par un instinct de survie qui les enfermerait sur eux-mêmes et que d'autres se laisseraient confiner dans le périmètre de leur confort, Raymond Mokeni se présente comme un homme ouvert aux autres, auquel il n'hésite pas à accorder son assistance. Comme qui dirait... Excusez-moi le terme, mais c'est à comparer à un monstre. Monstre d'intelligence, monstre de promptitude. Un homme attentif aux besoins des autres. C'est le témoignage que rendent de lui ses pairs comme ses contemporains qui voient dans chaque geste la marque d'un père. Il nous a aidés ici à notre 75e anniversaire. Souvent, il m'appelle mon fils, puisque quand il me prodigue des conseils pour que je puisse devenir quelqu'un de sage, d'important demain. En tout cas, tous ces conseils-là, je les prise auprès de lui. Donc, pour moi, c'était un papa. Depuis tous ces temps-là, on a été locataires. Mais je voudrais vous informer, messieurs les journalistes, les bâtiments que vous voyez ici, c'est le bureau de la FEC province orientale. Ils ne sont plus locataires maintenant. Ce nom est déjà parti, c'est grâce à Mokeni. Pourquoi je dis grâce à Mokeni? Ces terrains, ce sont biens personnels qui devaient céder à ses enfants. Mais il a donné ça gratuitement pour qu'on puisse construire le bureau de la FEC province orientale. Et par rapport aux autres aussi, il est très généreux et il n'attend jamais rien en retour. Et je dis souvent, s'il y a quelqu'un qui doit vraiment aller au paradis, c'est lui. Là, c'était le petit clin d'œil signé Madame Mokeni qui vous a accompagné d'ailleurs. Oui, c'est vrai, je l'appelle maman. Ah, voilà. Eh bien voilà, avec votre autorisation, nous allons passer à une nouvelle série de questions. Et nous avons donc Déborah avec 2 questions. J'ai 2 préoccupations à vous soumettre. La première est celle-ci. La parole est cette fois accordée avec votre expérience. Vous avez dû expérimenter plus d'une fois l'ingratitude. Cette attitude ne vous a-t-elle pas découragé à toujours donner? Moi, depuis ma jeunesse, je me suis toujours dit, j'ai un principe qui veut qu'on sache que l'ingratitude est la règle, la gratitude c'est l'exception. Fort de ces principes, je me sens toujours à l'aise devant un ingrat. J'ai dit, ben, il est comme les autres. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Quelle réponse pouvez-vous donner à ceux qui voient votre générosité comme une façon d'entretenir vos intérêts personnels? Eh ben, je me dis toujours qu'ils sont en erreur. Parce qu'en fait, je n'aime pas tellement les mots générosité. Je sers. Celui qui a besoin, j'assouvis à la soif. Et donc, je me dis qu'ils sont en erreur, parce que je n'attends rien de retour. Franchement, je vous l'ai dit. Et je suis un très très bon chrétien. Ce n'est qu'en donnant qu'on reçoit. Quand je donne, je sais, Déborah, que je vais recevoir. Et lorsque je donne, je dis souvent à mon épouse qui est là, je dis, Rémi, Chomoni, to pesa ki boyo maintenant to zui double. Omoni dengenini. Je vous assure, c'est formidable quand vous arrivez à ce niveau-là. Donc ne jamais compter. Évidemment, je ne dis pas qu'il faut donner jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien à donner. Il faut d'abord se donner soi-même. Mais quand on a, il faut savoir partager. Et on aura toujours plus. Eh bien, nous arrivons progressivement au terme de cette émission avec un dernier thème, perspective d'avenir.
Nous allons dans ce thème aborder la question, nous allons découvrir le vivier d'opportunités qui existe en République démocratique du Congo, opportunités évidemment dont l'exploitation est la clé de l'émergence de la République démocratique du Congo aux horizons de 2030. Et je vous invite donc à suivre. La province orientale est à l'image de la RDC un véritable vivier d'opportunités économiques. La configuration de la province la situe en plein cœur de l'Afrique centrale, ce qui lui confère le destin d'être une véritable plaque tournante du commerce. À côté de cette perspective économique ouverte au commerce, il y a aussi la filière touristique, suffisamment nourrie par le passé historique de la province qui rejaillit en partie sur la ville de Kisangani. De la cathédrale Notre-Dame du Saint-Rosaire, où le pape Jean-Paul II célébra une messe à l'esplanade, à la grande mosquée de Kisangani, éloquent témoignage de l'influence arabe dans la province, Kisangani est une ville centenaire qui abrite bien des merveilles. Les chutes Ouagénia, connues pour la dextérité de ses pêcheurs que la beauté de l'artisanat local, l'île Wanarusari, où Stanley débarqua pour la première fois en suivant le cours du fleuve, le parc de la Garamba, qui est l'un des plus vastes parcs d'Afrique, ou encore la réserve d'Okapi d'Epoulou, qui est une des dernières merveilles où on peut voir cet herbivore, autant de splendeur qui ne demande qu'à être montré. Voilà, Nathalie, c'était donc les perspectives d'avenir qui vient donc clôturer cette émission. Et nous allons prendre justement les deux dernières questions qui seront posées par Huguette. Monsieur Raymond Mokeni, j'ai deux petites questions à vous poser. Aujourd'hui, personne n'ignore que la province orientale est en plein éveil. Le reste de la République démocratique du Congo aussi. Ma première question est la suivante. Quelle orientation donneriez-vous aux jeunes qui aspirent à démarrer aux affaires? J'aurais peut-être à suggérer la question à la fin pour dire qu'est-ce que je pense pour les jeunes qui veulent mordre à la vie. Parce que les affaires, ce n'est pas la seule issue. Mais en fait, le jeune actuel, ce que je conseille, c'est de mordre avec force les études. Parce qu'aujourd'hui, c'est la porte qui donne à chaque jeune l'issue à la vie. Le jeune aujourd'hui, dans notre temps, un seul diplôme suffisait. Aujourd'hui, il en faut 2, 3 et même 4. Mais aller surtout aux études beaucoup plus d'une manière pragmatique. Je suis content, il y a des instituts à l'informatique, médias et tout ça, c'est bon. C'est ça que nous avons besoin aujourd'hui. Parce que dans ma ville, disais-je, je compte pas mal de chômeurs licenciés, au mieux des licenciés chômeurs. Il n'y a pas encore du travail. Celui-là qui se trouve dans cette situation-là, et s'il est, ce qu'on dit, vraiment jeune, il peut encore s'adonner à d'autres axes d'études. Il n'est jamais trop tard. Aussi, je pense, aujourd'hui, pour les jeunes, c'est la professionnalisation qui est au bout de la vie. C'est-à-dire, quand on cherche du travail, on n'a pas, on se professionnalise. Il n'y a pas de honte. Moi, que vous me voyez ici, j'ai des ateliers de menuiserie, j'ai des garages et j'ai d'autres jeunes qui viennent apprendre. J'ai un institut secondaire qui s'appelle ISTA à Kisangani. Ce n'est pas institut supérieur de techniques, mais institut secondaire de techniques appliquées. Et chaque jour, je vois des jeunes venir et ça m'encourage. Nous avons aussi un ISPL, un institut supérieur
pédagogique et libre, dont je suis le promoteur. Et nous formons des jeunes pour les domaines comme la pédagogie appliquée et autres. Donc, c'est vous dire aujourd'hui, l'avenir est dans la professionnalisation. Nous sommes dans la province orientale dans une situation qui veut aujourd'hui que cette province est devenue minérale. Mais nous n'avons pas des ingénieurs dans ces domaines. Il faudra aujourd'hui qu'il y ait des ingénieurs des mines et d'autres pour travailler dans les mines, ainsi de suite. Mais ils ne veulent pas descendre dans les trous. Et pourtant, c'est là, dans les trous, qu'on peut trouver son bonheur. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est là, pour les jeunes qui me regardent, il ne faut pas avoir honte, il faut travailler, il faut se professionnaliser, étudier le plus longtemps possible quand on a les moyens. Quand les parents peuvent encore faire quelque chose, eh ben, il faut profiter de cette situation. Parce que la vie, chers jeunes, parfois on la gagne seulement pendant 10 ans, toute la vie. On a construit, on a eu l'argent pour construire et tout, et tout, et tout. Pendant 10 ans de la vie active. Et pourquoi être pressé? Alors je demande aux jeunes vraiment de ne pas se décourager. Si vous êtes dans les études théoriques, mais jetez-vous dans la piscine professionnelle, nagez, et je crois que vous vous en sortirez. Voilà. Merci, Monsieur Raymond Mokeni. En analysant votre parcours, nous constatons tout de suite que vous vous êtes beaucoup plus concentré sur la distribution, plus récemment à la transformation de l'industrie. Ma seconde question est celle de savoir si vous avez prévu à développer une filière qui associerait la jeunesse congolaise en général et la jeunesse boyomaise en particulier. Voilà ma seconde question. Non, une filière, non. Dans toutes mes entreprises, tenez-vous bien. Je ne vous invite pas à Kisangani, hein, mais tenez-vous bien. Je ne travaille qu'avec les jeunes. Il y a des jeunes dans toutes mes entreprises. Et puis, on essaye d'expliquer aux jeunes leurs responsabilités. Vous me voyez là, depuis 1980, je suis le président des scouts de la province orientale. Et donc, j'encadre le jeune dans ces domaines. Donc, on peut trouver, on peut encadrer les jeunes, c'est multiforme dans les différents domaines, c'est multidimensionnel. Et donc, nous encadrons les jeunes dans le travail, dans l'éducation, et ainsi de suite. J'ai dernièrement une industrie de fabrique d'eau potable, une usine de potabilisation d'eau, mais on ne travaille qu'avec les jeunes. Et d'ailleurs, je constate souvent que les vieux sont jaloux. Pourquoi on engage toujours les jeunes? Alors je leur dis, pourquoi pas? Vous étiez aussi, vous, des jeunes. Voilà, Monsieur Raymond Mokeni, nous convergeons lentement mais sûrement vers la fin de cette émission et nous avons tout à l'heure abordé la question de la jeunesse. Ce n'est pas un secret, plus de la moitié de la population congolaise est jeune, constitue donc cette grande part de la population. Et aujourd'hui, quel message spécifique avez-vous à leur adresser, à cette jeunesse congolaise qui justement se cherche également des repères? Voilà, merci Christelle, c'est une belle question. Je crois que les jeunes actuels doivent continuer à se chercher. Les jeunes aujourd'hui doivent creuser davantage. Et j'ai constaté souvent que les jeunes se laissent au découragement. Les jeunes, excusez-moi, font un peu beaucoup plus du copier-coller. Je crois que les jeunes doivent être authentiques à eux-mêmes.
les jeunes doivent travailler, montrer qu'ils savent se frayer un chemin dans la jungle. Les difficultés ne peuvent pas abattre le jeune. Une fois, j'ai suivi dans cette émission qu'il y avait un jeune qui avait un diplôme de licence. Il a écrit 3, 4, 5 lettres. Il n'avait pas toujours des réponses. Mais à la fin, je crois la 6e lettre, on l'a invité quelque part. Je crois qu'il faut copier ce modèle-là. Les jeunes doivent savoir identifier la couleur de leur cravate, c'est-à-dire leur engagement. Les jeunes doivent se dire, par exemple, moi, je fais de l'assiduité du travail mon cheval de bataille. Je fais de l'honnêteté mon credo. Je fais de ceci ou de cela ma vie. C'est cela sa couleur de cravate. Donc, chaque jeune doit avoir un engagement. Voilà, Madame Christelle. Eh bien, merci à vous, Monsieur Mokeni. Surtout ce dernier conseil que vous avez donné, c'est très touchant. Je retiens 2 choses. On fait trop souvent du copier-coller. Cherchez-vous, trouvez votre chemin et engagez-y vous fermement. Je pense que c'est un conseil très important pour les jeunes, comme l'a dit Christelle, qui se cherchent. On vous remercie beaucoup d'avoir été là pour partager votre riche expérience et surtout d'être venu jusqu'ici à Kinshasa et partager donc avec le public toute votre sagesse. Merci encore beaucoup à vous et à tout le monde. J'ai quelque chose à ajouter. J'aimerais d'abord remercier votre équipe qui s'est déplacée jusqu'à Kisangani pour m'inviter ici. Ce n'était pas facile, car je ne quitte pas facilement. Mais pour vous, les jeunes, pour parler avec vous, j'ai quitté Kisangani pour venir. Vous êtes contents? Donc, je remercie cette équipe qui a fait un travail pendant 6 jours. Ceux qui ne le savent pas, pendant 6 jours, ils ont travaillé nuit et jour pour vous présenter cette émission. Je préfère que vous soyez des messagers pour les jeunes qui ne sont pas avec vous ici, pour dire à ces jeunes qu'il y a des choses beaucoup plus nobles qu'ils doivent envisager, c'est leur avenir. N'écoutez personne. Si ces personnes s'appellent des charlatans, ne les écoutez pas. Écoutez votre conscience personnelle et vous avancerez. Moi, je n'ai jamais su que je serais là où je suis. Et prenez, si cela est un exemple, achetez-le. Pas trop cher, hein? Tout simplement achetez-le, parce que personne ne connaît l'avenir, mais chacun bâtit son avenir. Merci beaucoup. Merci. Encore merci à vous. Eh bien, Nathalie, avant de nous quitter, nous adressons également nos sincères remerciements à tous nos intervenants qui se sont disponibilisés afin de participer à cette émission et surtout, ce public charmant que nous avons eu aujourd'hui et qui a su être patient pour tenir jusqu'à la fin de cette émission. Je pense qu'il mérite également quelques applaudissements pour eux. Tout à fait, Christelle, et nous n'oublierons pas évidemment de remercier aussi Yale Seti et le port Sicotra qui nous ont accueillis dans leur site, qui est un site magnifique avec évidemment le superbe fleuve à côté de nous. Et nous remercierons aussi l'agence Millennium pour le petit coup de pouce qu'ils nous auront donné dans la production de cette émission. Voilà, merci à vous tous de nous avoir suivis. On va donc se retrouver très vite pour un nouveau numéro de Chrono d'Excellence. Merci.
behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo, and to invite him to address the Assembly. Madame la Présidente, je me réjouis d'être parmi vous ce jour pour apporter une fois encore la contribution de la République démocratique du Congo au débat sur le présent et l'avenir de l'humanité. Je m'en réjouis d'autant plus que cette 69e session ordinaire de l'Assemblée générale de notre organisation se tient dans une conjoncture internationale particulièrement délicate, marquée par trois phénomènes qui, si nous n'y prenons garde, vont retarder à coup sûr la réalisation de l'objectif ainsi fixé. Je veux citer le terrorisme, la résurgence en Afrique de la maladie à virus Ebola et les nombreuses atteintes à la paix en divers endroits de la planète. En dépit de louables efforts déployés aussi bien par les États que par les organisations internationales, le terrorisme, une des formes extrêmes de l'intolérance humaine, continue à faire dans le monde des victimes aussi nombreuses qu'innocentes. L'Afrique, jadis épargnée par cette forme de violence aveugle, en est aujourd'hui l'épicentre. Les populations de la Libye, du Mali, du Kenya, de la Somalie, du Nigeria et de tant d'autres pays de l'Europe, d'Amérique et d'Asie sont ainsi régulièrement endeuillés par des attentats, de prises d'otages et des exécutions sommaires. Y faire collectivement face s'impose à tous les États membres de notre organisation, à la fois comme une obligation morale et comme la seule stratégie efficace si nous voulons éradiquer sûrement et rapidement cette barbarie. Depuis la dernière session de l'Assemblée générale, un problème majeur de santé publique perturbe tout autant la marche de l'Afrique vers son développement. Il s'agit de pertes en vies humaines que le virus Ebola inflige à certains pays de l'Afrique subsaharienne, soit en moins de 6 mois, plus de 2000 morts, dont une quarantaine dans mon propre pays. L'Afrique mène un combat héroïque contre ce virus. Elle mérite d'être soutenue. Je suis gré à la communauté internationale qui, consciente que, au-delà des populations africaines aujourd'hui touchées, c'est l'humanité tout entière qui est menacée, a témoigné aux pays affectés une solidarité à la fois touchante et efficace. Je remercie la communauté internationale pour son appréciable appui technique et logistique dans la riposte contre cette épidémie. Je forme le vœu de voir à l'avenir ce bel exemple de fraternité humaine prendre le pas sur la concurrence aveugle à laquelle nous assistons si souvent et se manifester avec autant de ferveur dans d'autres secteurs.
quant à la République démocratique du Congo, touchée pour la 7e fois. Elle a non seulement réussi à contenir cette nouvelle épidémie là où elle avait éclaté, dans le territoire de Boendé, dans la province de l'Équateur, mais aussi apporté son concours à la lutte contre l'épidémie en Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, qu'elle a pratiquement maîtrisé la situation sur son territoire, la République démocratique du Congo est prête à envoyer de nouveau ses experts dans les autres pays affectés. Je saisis cette occasion pour annoncer du haut de cette tribune que, forte de son expérience de plus de 30 ans dans la gestion des épidémies d'Ebola, la République démocratique du Congo va mettre en place